Présidentielle au Congo-Brazzaville, cette candidature retenue par la Cour constitutionnelle, le président Sassou Nguesso est candidat à sa propre succession. Au Soudan, Khartoum a rappelé son ambassadeur en Éthiopie ce mercredi. Les tensions montent à la frontière entre les deux pays au sujet de la région d'El Fashaga. Et puis démarrage à Kigali du procès de Paul Rusesabagina. Ses avocats contestent la compétence du tribunal où il est notamment jugé pour terrorisme. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Au Niger, le second tour de la présidentielle se jouera dimanche prochain entre l'ancien président Mahaman Ousmane et le candidat du parti au pouvoir Mohamed Bazoum. Déjà président entre 1993 et 1996, Mahaman Ousmane veut croire en ses chances. Les précisions. Pour la première fois au Niger, une transition démocratique va passer le relais d'un président à l'autre par les urnes. Ce sera soit Mahaman Ousmane, soit Mohamed Bazoum. Candidat du parti du pouvoir, Mohamed Bazoum passe pour grand favori du scrutin après avoir remporté le premier tour à 39,3% contre presque 17% pour l'ancien président Mahaman Ousmane. Si M. Bazoum qui prône la continuité. Mais les gens n'ont pas du tout envie de continuer à souffrir. Ils n'ont pas envie de continuer à gémir. Ils n'ont pas du tout envie de continuer à chercher à se débrouiller chaque matin pour chercher la pitance. L'insécurité, je vous dis, mais elle est générée par les frustrations que les populations subissent. En attendant dimanche pour le second tour, des militants ratissent les campagnes et font des meetings. Face à la machine du PNDS, parti présidentiel, qui a recouvert de sa couleur rose la plupart des rues du pays, eux font avec les moyens du bord. C'est vrai, ils ont de l'argent. Mais effectivement, nous qui sommes en train de battre campagne, nous travaillons avec les moyens de bord. Et comme je vous l'ai dit, les gens ne sont pas dupes. Ils sont prêts on leur dit, quand on vous donne l'argent, il faut prendre votre argent. C'est l'argent du peuple nigérien. Prenez l'argent. Mais quand il s'agit de vote, faites le bon choix. 18 partis d'opposition, dont celui de Mahaman Ousmane, rassemblés au sein de la coalition CAP 2021, ont appelé les candidats recalés au premier tour à se rallier à la candidature de l'ancien président. Bénéficiant de l'appui de Hama Amadou, principal opposant écarté du scrutin, CAP 2021 a déjà menacé de ne pas reconnaître les résultats du second tour s'il n'est pas transparent et honnête, sans bourrage d'urne. Je le disais en titre, au Congo-Brazzaville, 7 candidats vont à la conquête du fauteuil présidentiel. La Cour constitutionnelle a publié ce mercredi la liste des candidatures retenues dans le cadre de l'élection du 21 mars prochain. Le président Denis Sassou Nguesso, qui cumule 36 ans à la tête du pays, est candidat à sa propre succession. Reportage. À 77 ans, Denis Sassou Nguesso discutera à nouveau le fauteuil présidentiel le 21 mars prochain. Face à lui, 6 autres challengers. La Cour constitutionnelle du pays a retenu 7 dossiers de candidature. Celle de Michel Mboussi Ngouari, qui se réclame de l'opposition modérée, n'a pas été retenue, selon le président de la Cour constitutionnelle. Il lui est reproché de ne pas avoir présenté notamment un certificat médical délivré par les médecins assermentés et une déclaration de moralité fiscale. La Cour a également relevé une incohérence entre la signature apposée au bas de sa déclaration de candidature et le spécimen de celle produite. Denis Sassou Nguesso brigue un 4e mandat. Président de la République populaire du Congo de 1979 à 1992, il avait perdu la première élection pluraliste organisée dans ce pays en 92, remportée par Pascal Lissouba, qu'il a ensuite évincé au thème d'une sanglante guerre civile en 1997 grâce à l'appui des troupes angolaises. Sassou Nguesso a remporté toutes les élections depuis 2002. Le scrutin présidentiel de 1996 a été le plus contesté.
L'épiscopat s'est dit récemment inquiet de la transparence de la présidentielle du 21 mars. Le chef de l'État sortant aura notamment pour adversaire son ancien ministre des Finances, Mathias Zan. Le Soudan a rappelé ce mercredi son ambassadeur en Éthiopie au moment où les tensions montent à la frontière entre les deux pays, a indiqué un porte-parole du ministère soudanais des Affaires étrangères. Les précisions. La décision de Khartoum intervient au milieu de tensions croissantes entre les deux pays voisins d'Afrique de l'Est au sujet de la région frontalière où des cultivateurs éthiopiens ont occupé des terres revendiquées par le Soudan. Le Soudan et l'Éthiopie se disputent cette région frontalière de quelques 250 km² de terres agricoles fertiles et convoitées par les agriculteurs des deux pays d'Afrique de l'Est. Dimanche, le Soudan a accusé l'Éthiopie d'avoir autorisé ses troupes à entrer dans son territoire, un acte d'agression et d'escalade regrettable selon Khartoum. En janvier, l'Éthiopie avait accusé Khartoum d'avoir fait avancer les troupes dans la région frontalière. Depuis, les autorités soudanaises ont interdit le survol de la région frontalière après avoir accusé un avion militaire éthiopien d'avoir franchi ses frontières, ce qu'Addis Abeba a démenti. El Fashaga borde la région éthiopienne du Tigré, où un conflit meurtrier a éclaté en novembre entre les autorités fédérales et locales et poussé des dizaines de milliers d'Éthiopiens à fuir au Soudan. La dispute territoriale entre les deux pays intervient au moment où ils tentent de trouver un accord avec l'Égypte au sujet du grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le Nil bleu. Khartoum a annoncé dimanche l'échec de ses pourparlers. Le Soudan a rappelé son ambassadeur à Addis Abeba pour des consultations au sujet des relations soudano-éthiopiennes, a déclaré à l'agence France-Presse le porte-parole du ministère Mansour Boulad. C'est une procédure diplomatique courante lorsqu'il y a des développements dans les relations entre deux pays, a ajouté Mansour Boulad, en expliquant que l'ambassadeur ne retournerait à son poste que lorsque les consultations seraient terminées. Autre information, le président nigérien a ordonné mercredi une opération pour sauver 42 personnes, dont 27 élèves, victimes d'un nouvel enlèvement par un groupe armé dans un pensionnat du pays. Ceci 2 mois après le rapt massif de 344 adolescents dans une région voisine qui avait provoqué un émoi mondial. Des hommes armés ont attaqué le collège-lycée gouvernemental de Kagara, un pensionnat situé dans l'État du Niger. Les bandits ont attaqué l'école vers 2h mercredi. En tout, ils ont pu enlever 42 personnes, a déclaré mercredi à l'AFP Mohamed Sani Idriss, commissaire à l'information du gouvernement local. Au moment de l'attaque, il y avait 650 élèves dans l'école. Ils ont emmené 27 élèves avec 3 enseignants. Un élève a été tué sur place. Ils ont également enlevé 12 membres de famille des enseignants, a-t-il ajouté. C'est le dernier bilan que nous avons établi après des vérifications, a-t-il précisé. Dans la matinée, une source sécuritaire et un officiel avaient affirmé que des centaines d'élèves avaient été enlevés dans cette attaque. Selon un communiqué, le président nigérien Muhammadu Buhari a ordonné aux forces armées et à la police de ramener immédiatement tous les captifs indemnes. Des militaires avec un soutien aérien sont à la recherche des ravisseurs et des otages, avait déclaré une source sécuritaire. Depuis près de 10 ans, le nord-ouest et le centre du Nigeria sont le théâtre de violences de la part de groupes criminels qualifiés localement de bandits qui multiplient les enlèvements contre rançon et les vols de bétail. Ces bandes criminelles sont motivées par l'appât du gain, mais certaines ont tissé des liens avec les groupes djihadistes présents dans le nord-est. C'est notamment le cas de celle qui avait kidnappé en décembre dernier 344 élèves dans un pensionnat de la ville de Kankara dans l'état de Katsina. Et puis le procès de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, s'est ouvert mercredi à Kigali lors d'une séance qui a vu l'ancien hôtelier et ses avocats contester la compétence du tribunal où il est notamment jugé pour terrorisme. À l'ouverture du procès, Paul Rusesabagina et ses avocats ont contesté la compétence du tribunal. Appelé à la barre pour s'identifier, il a fait valoir sa nationalité belge. Je vais le répéter, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Je ne suis pas rwandais, je suis belge. Le dossier devrait le mentionner, a-t-il déclaré, vêtu d'un masque chirurgical
et de l'uniforme de couleur rose des prévenus. Si un citoyen belge est expulsé légalement vers le Rwanda, il peut être jugé sur place. Mais est-ce ce qui s'est passé? Il faut examiner la manière dont il a été arrêté parce qu'elle n'est pas conforme à la loi, a déclaré son avocat Gatera Gachaba. Le procureur Bonaventure Rouberwa a lui souligné la nationalité rwandaise des parents de Ruz Zabejina et a ajouté que ce dernier n'avait jamais renoncé à sa citoyenneté. Il a été signalé à une autorité belge comme un Rwandais détenant également la double nationalité belge. Le tribunal devrait donc ignorer sa demande, a-t-il estimé. Paul Ruzabejina s'était vu refuser une libération sous caution qu'il avait demandé en raison de problèmes de santé. Mais il a nié toute implication dans leur crime. Ce procès a suscité de nombreuses réactions internationales. Les États-Unis, qui lui ont décerné la médaille présidentielle de la liberté en 2005, ont demandé qu'il ait un procès équitable et le Parlement européen a demandé sa libération. Paul Ruzabejina est visé par 13 chefs d'accusation, dont ceux de terrorisme, meurtre et financement de rébellion. Il comparaît avec 20 autres personnes. Ruzabejina a été rendu célèbre par ce film hollywoodien sorti en 2004 qui raconte comment l'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines à Kigali, un Hutu modéré, a sauvé plus de 1000 personnes au cours du génocide et qui a tué 800 000 personnes, principalement des Tutsis. C'est ici que se referme cette édition. Merci de votre attention. L'information est en continu sur Sika TV.